Combien gagne un pharmacien? Un pharmacien gagne entre 1000 euros. Salut à tous. Bon, vous le savez, je suis pharmacien, je suis même diplômé depuis 1 an. Je suis plus précisément diplômé docteur en pharmacie de la faculté de Lyon et j'ai fait un master pour me spécialiser dans la réglementation du médicament. Le métier de pharmacien, je le déplore, il est assez mal connu. En fait, souvent, on connaît uniquement le pharmacien à l'officine, alors qu'il existe des centaines de pharmaciens. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de mon quotidien de pharmacien pour vous montrer ce que ça veut réellement dire être pharmacien dans l'industrie pharmaceutique. La définition du métier de pharmacien, c'est de garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament. Et ça, c'est valable à l'officine, à l'hôpital et même en industrie. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'un pharmacien pour dire que, ok, c'est bon, le médicament, il est bon, on peut l'utiliser. Le pharmacien n'est pas un épicier, mais un professionnel de santé diplômé et compétent. Un médicament, ça ne vous aura pas échappé, entre sa fabrication et sa mise en rayon en pharmacie, il y a plein d'étapes. La recherche, le développement, la production, le marketing, les essais cliniques, la chaîne logistique et aussi donc des gens comme moi qui s'occupent de la réglementation. Et donc à chacune de ces étapes, il y a des pharmaciens qui souvent ont des postes de manager. C'est ça, en fait, le pharmacien en industrie, il va être considéré comme la personne de confiance et donc souvent c'est aussi beaucoup de responsabilités. Par exemple, s'il y a un problème avec un médicament, s'il a engendré beaucoup d'effets indésirables, eh ben c'est le pharmacien qui va se faire taper sur les doigts. Même si c'est pas lui, même si c'est pas sa faute, Wallah, c'est pas moi. c'est le pharmacien qui est responsable. Le diplôme de pharmacien, c'est un diplôme de science, évidemment. Mais on va s'intéresser à de nombreuses sciences. La biologie, la chimie, les sciences humaines, la médecine. Et c'est ce qui nous fait avoir plusieurs expertises. Évidemment, on sera moins bon en chimie qu'un chimiste. Bien sûr, on sera moins bon en médecine qu'un médecin. Mais par contre, un chimiste ne va pas connaître la médecine aussi bien que nous. Et un médecin ne va pas connaître la chimie aussi bien que nous. En fait, c'est ça, on est bon un petit peu partout, mais pas expert non plus. Contrairement à la plupart des autres diplômes en sciences qui sont, eux, carrément bon dans une seule matière. Aujourd'hui, je ne vais vous parler que de ma profession en réglementation, mais si vous voulez, on pourrait réaliser des interviews. N'hésitez pas à me dire en commentaire les professions qui pourraient vous intéresser. Et d'ailleurs, si vous, ça vous intéresse de parler de votre profession en vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Instagram. Bref, contactez-moi. Un laboratoire, peut-être que vous le savez, mais il ne peut pas vendre son médicament librement. Il faut qu'il demande aux autorités du pays où il vend le médicament s'il a l'autorisation de vendre le médicament. Qui lui dira oui ou non, tu as le droit de vendre ton médicament chez nous. C'est ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché. Et donc moi, c'est mon boulot de faire le lien entre le laboratoire et la NSM. Donc comme ça peut paraître peut-être simple, mais en fait, aujourd'hui, les laboratoires, ce sont des multinationales qui ne vendent pas leurs produits dans un pays, mais presque dans la totalité des pays du monde. Donc il faut être en lien avec de nombreuses autorités. Et la complexité, c'est que les lois ne sont pas les mêmes en France, au Japon, au Brésil, en Chine, bref, les lois ne sont nulle part les mêmes, donc il faut s'adapter et les connaître. Par exemple, si mon laboratoire veut commercialiser son médicament au Japon, moi je vais prendre contact avec le Japon et je vais leur dire qu'est-ce qu'il vous faut comme preuve pour que je puisse commercialiser chez vous. Ils vont me dire ça, 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 alors que le Brésil va me dire ça, ça, ça. Donc après mon travail c'est de transmettre ces informations à mon entreprise et donc je vais présenter en réunion un projet. Du coup, pour commercialiser notre médicament au Japon et au Brésil, on a besoin de ça, ça et ça. Donc il faudrait préparer un essai clinique de telle ampleur avec tant de patients. Donc après ma présentation, on aura une petite phase de négociation avec toutes les parties. Il y a la R&D qui va nous dire si l'essai clinique est réalisable. Il y a le marketing qui va nous dire non mais finalement ça coûte trop cher d'aller dans ces pays, on abandonne la mise en commercialisation. Sauf que là le médical va dire mais non, les patients ils en ont besoin de ce médicament. Ouais, des fois ça chauffe un peu. Les affaires réglementaires sont vraiment au centre du projet. On parle avec beaucoup de monde et on sait beaucoup de choses sur le produit, ce qui n'est pas forcément valable pour les autres personnes. Par exemple, quelqu'un en production ne va pas être au courant des essais cliniques qui sont réalisés et une personne en marketing ne va pas savoir comment le médicament est produit. Nous, on est vraiment au centre du projet, on sait beaucoup de choses sur le produit et je crois que c'est ça qui me plaît en fait dans cette profession, c'est de savoir beaucoup de choses sur le produit, d'être une source d'information pour les autres. Je me sens en fait vraiment considéré quand les autres personnes se tournent vers moi pour un avis, pour une question. C'est vrai que c'est assez gratifiant. Rien compris, moi. C'est bon, vous suivez? Et souvent les personnes me disent mais oh là là, mais ça doit être super dur de savoir toutes les réglementations des pays. Rassurez-vous, je ne les connais pas toutes. Souvent on est focalisé uniquement sur une zone géographique, comme par exemple uniquement sur l'Europe, uniquement sur la zone US, Chine, etc. Pour vous faire peur, je vais vous dire que les réglementations ne sont même pas les mêmes en fonction des pays, mais en fonction aussi des produits. La réglementation ne sera pas la même si vous vendez une crème pour les mains, un comprimé de paracétamol, un vaccin, un test de grossesse. Donc moi, évidemment, vu que je suis un peu un psychopathe, j'ai travaillé à la fois dans la réglementation vétérinaire,
humaine, puis dans le diagnostic. Donc comme ça, j'ai tout étudié, c'était bien compliqué, mais bon, c'est cool parce que ça m'a permis d'avoir un grand aperçu sur toute la réglementation. Je connais maintenant leurs points communs, leurs différences, les différentes autorités auxquelles se référer. Ah bah oui, parce que c'est pas les mêmes, sinon ce serait trop simple. Par exemple, en France, pour les médicaments humains et les dispositifs, on se réfère à l'ANSM, alors que pour les médicaments vétérinaires, c'est l'ANSES. Vous m'avez posé plusieurs questions sur Instagram sur ma profession, j'en ai sélectionné quelques-unes qui me paraissaient pertinentes pour la vidéo. Comment faire pour accéder à ce métier? Est-ce qu'on peut y accéder sans faire pharmacie? Alors pour les étudiants en pharmacie, il y a plusieurs masters qui spécialisent dans la réglementation. Moi personnellement, j'ai fait celui de Strasbourg. N'hésitez pas à me poser des questions sur le master en commentaire, j'y répondrai si je peux. Et sinon, ce n'est pas réservé qu'aux pharmaciens, il y a aussi beaucoup d'ingénieurs qui font cette profession. Quelles sont les évolutions possibles? Alors on peut déjà gravir les échelons au sein du département pour devenir manager puis directeur du département d'affaires réglementaires, soit aussi de changer de service, ça se fait beaucoup en industrie pharmaceutique, de changer de service pour découvrir d'autres étapes de la fabrication du médicament. Quels sont les aspects positifs et négatifs? Le positif, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment d'être au centre du projet, de me sentir considéré quand les gens se tournent vers moi, je me sens vraiment comme la source d'information. Et le côté négatif, je pense, évidemment, vous y attendez, c'est le côté un petit peu trop administratif, trop derrière son ordinateur à étudier les documents. Mais bon, ça c'est valable pour la plupart des professions dans l'industrie pharmaceutique. Donc il faut s'y attendre, que vous soyez dans le marketing, dans la production, dans les essais cliniques, tout sera très administratif. Quelle est ta journée type? Alors j'ai la chance de pouvoir gérer mon emploi du temps comme je veux. Par exemple, si je veux commencer à 10h, eh ben, je commence à 10h. Si je veux me tirer à 15h, je me tire à 15h. Et aussi, j'ai la chance de pouvoir faire beaucoup de télétravail. Donc c'est un rythme de vie assez agréable. Sinon, vous l'imaginez, c'est donc beaucoup de réunions, d'appels, de rédaction de documents, etc. Est-ce que l'anglais est important? Bon ok, j'avoue, cette question c'est moi qui l'ai posée, mais en fait personne ne me l'a posée et je la trouvais quand même intéressante. Alors oui, l'anglais écrit et parlé est très important puisque les échanges avec les autorités à l'étranger se font en anglais et aussi souvent, vu que c'est des multinationales, on a souvent des collègues qui sont à l'étranger, donc c'est important de parler anglais. Après, rassurez-vous, moi personnellement, je n'ai pas un niveau exceptionnel, mais j'ai un niveau professionnel quoi. Souvent les mots sont transparents, puis avec l'habitude les phrases sont souvent les mêmes. Dans la vie de tous les jours, je suis pas sûr de parler très bien anglais, mais en tout cas au niveau professionnel, je n'ai jamais de mal à me faire comprendre et à comprendre les autres. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'être bilingue. Peut-on passer de l'officine à l'industrie? Sincèrement, je n'en ai aucune idée. Je suppose que le diplôme de pharmacien, de docteur en pharmacie permet de travailler partout. Mais j'ai l'impression que quand même la transition se fait plus facilement de l'industrie vers l'officine que l'officine vers l'industrie. C'est peut-être des préjugés. Je n'ai pas la réponse, désolé. Combien gagne un pharmacien? Qu'est-ce que c'est cette question-là? Alors je vais vous donner une fourchette. Voilà, mais c'était sûr en fait! Parce que sincèrement, je n'en ai aucune idée. Eh ben voyons. Et ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est juste que ça dépend en fait. Ça dépend si vous travaillez à Paris ou à Vesoul, ça dépend si vous travaillez dans une start-up ou un gros laboratoire, ça dépend de votre département, ça dépend de plein de choses. Donc je suis obligé de donner une fourchette. Bien évidemment! Je dirais que pour un premier emploi, par an, en brut, un pharmacien gagne, suspense, gagne entre 38 000 et 50 000 euros. Seulement en salaire fixe, c'est-à-dire sans les avantages et les primes qui peuvent représenter une grosse partie du salaire annuel. Je vous les liste juste ici, vraiment il y en a énormément et si vous les comptabilisez toutes, au bout d'un moment, ça fait beaucoup d'argent. Pour un premier job, un pharmacien en industrie est donc classé dans les 25 à 30% les mieux payés de France. Il n'y a vraiment pas de quoi se plaindre. À savoir qu'en industrie, c'est très simple de prendre du grade et donc d'augmenter son salaire. Donc peut-être que je referai une vidéo dans 5-10 ans pour vous dire de combien mon salaire a augmenté. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. J'y répondrai si j'y arrive parce que je n'ai pas réponse à tout non plus. N'oubliez pas, petit like, on s'abonne, petit commentaire, c'est très important pour les statistiques de la chaîne. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!